Selon les lois antiterroristes draconiennes du Royaume-Uni, la ministre de l'Intérieur travailliste a désigné Palestine Action comme une organisation terroriste. Par conséquent, nous ne pouvons en parler que de manière factuelle. Ce programme n'a pas pour but de manifester un soutien au groupe, car cela serait illégal, mais plutôt de comprendre pourquoi l'État britannique a jugé nécessaire d'interdire ce groupe et, par conséquent, de criminaliser plus de 3000 citoyens respectueux des lois qui sont descendus dans la rue dans un acte de désobéissance civile. Nous sommes rejoints cette semaine par le docteur Hassim Qureshi, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, auteur et directeur de la recherche chez Cage International. Les grévistes de la faim, parmi les 24 prisonniers de Filton, ils se sont adressés à Elbit Systems. Greta Thunberg était au Royaume-Uni et elle a été arrêtée. C'est une histoire de la déclaration Balfour. C'est une histoire de génocide. Et la plupart de ces personnes sont manches. Des personnes âgées, certains sont prêtres ou pasteurs, et la police a reçu l'ordre de les arrêter. Le gouvernement britannique agit dans l'intérêt des sionistes. Peut-on vraiment empêcher une entreprise de fournir l'État israélien avec tous les complices des États occidentaux entre les deux qui garantissent ces chaînes d'approvisionnement? On parle de massacre de vies humaines, vous savez, aussi bien musulmanes que chrétiennes. Et comment le fait de participer à l'action directe fait en réalité, d'une certaine manière, partie du caractère britannique par excellence. Docteur Hassim Qureshi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue aux musulmans pensants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'interdiction d'une organisation controversée selon le gouvernement britannique. Il s'agit d'une organisation appelée Palestine Action qui a réprimé les manifestations ici au Royaume-Uni, des manifestations pour la Palestine, des manifestations pro-Palestine. Beaucoup de nos spectateurs ont entendu parler de la grève de la faim comme un filtre. 24 prisonniers, mais aussi je crois qu'il y a maintenant près de 2000 personnes qui ont été arrêtées, principalement dans les rues de Londres. Donc, en solidarité avec ce groupe en particulier, Palestine Action, et tous ceux, je suppose, cela a été accueilli avec une horreur considérable, en particulier de la part des communautés de conscience, des communautés musulmanes, des communautés pro-Palestine. Alors, Hassim, j'aimerais vraiment comprendre les détails, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, tout cela reste assez flou. Mais commençons par ce qui s'est passé en Jersey. Greta Thunberg était au Royaume-Uni et elle a été arrêtée pour avoir manifesté sa solidarité avec les prisonniers de Palestine Action. Je crois qu'elle avait une pancarte sur laquelle c'était écrit. Peux-tu en parler un peu? Pourquoi a-t-elle été arrêtée? Ouais, jazakallah khair. Ouais, c'est tombé un peu de nulle part. Je m'attendais pas à ce que Greta, avec qui j'étais en fait. Il y a quelques nuits, nous étions devant l'ambassade des États-Unis. Nous parlions des grévistes de la faim et des Filton 24, et de l'action directe, ainsi que de la nécessité d'intensifier nos activités ici au Royaume-Uni. Elle a vraiment très bien parlé ce soir-là. De toute évidence, je pense que plus elle reste ici, plus elle s'implique pour sensibiliser les gens à leur situation. Et c'est vraiment formidable d'avoir quelqu'un avec une plateforme aussi importante. Je crois qu'elle a 16 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, rien que sur une seule plateforme. C'est vraiment énorme. Et le fait qu'elle vienne ici et qu'elle utilise sa voix pour ces personnes, c'est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, quand on a vu la vidéo où elle tenait une pancarte disant « Je soutiens les prisonniers de Palestine Action », je m'oppose. Au véritable génocide. Ça a été surprenant de la voir être arrêtée par la police et se faire interpeller. Pourquoi est-ce que c'était surprenant? C'est surprenant parce que la loi, telle qu'elle est actuellement, stipule que vous ne pouvez pas soutenir Palestine Action, car cette organisation a été proscrite. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la proscription, c'est le moyen légal par lequel le gouvernement interdit une organisation en la qualifiant d'organisation terroriste. Donc, en vertu de la loi sur le terrorisme, ce que vous ne pouvez pas faire pour une organisation proscrite, c'est exprimer un quelconque soutien envers elle. Et vous ne pouvez pas le faire de manière active ni de façon imprudente. Donc l'un ou l'autre de ces deux éléments suffit. Maintenant, la question qui se pose, après avoir vu la vidéo de son arrestation, c'est a-t-elle agi de manière imprudente en exprimant son soutien à Palestine Action? je pense que la plupart d'entre nous, avec un minimum de formation juridique, diraient que ce n'est pas le cas. Une expression de soutien, que ce soit volontairement ou de façon imprudente, à Palestine Action en tant qu'organisation. Parce que vous soutenez des prisonniers? C'est ça. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle soutient ces prisonniers qui font ou faisaient partie de Palestine Action, dont certains sont bien sûr actuellement en prison.
avant que Palestine Action ne soit interdite en tant qu'organisation comme le fut le Tour 24. Et donc littéralement juste au bout de la rue d'ici, je viens d'essayer de la soutenir devant le commissariat de police. Et j'espère, Inch'Allah, qu'à la fin de tout ça, ils auront fait preuve de bon sens et la relâcheront. What? D'accord. Alors, concernant Palestine Action, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur cette organisation? Bien sûr, dans ce podcast, comme dans la vie en général, nous devons faire attention à la loi. Nous ne soutenons pas SIA. L'action palestinienne dans cette conversation. Mais parlez-moi un peu plus de cette organisation et des raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de l'interdire. Oui, bien sûr. L'action palestinienne débute donc en 2020, en pleine année de Covid. Et le postulat de base de cette idée, défendu par Ouda Amori et Richard Bernard, était qu'au Royaume-Uni, il existe une constellation d'organisations qui soutiennent l'État sioniste. N'oubliez pas, cela se passe environ 3 ans avant même le début du génocide. Ouais, bien. Du moins, la dernière vague de génocide. Car, bien sûr, certains d'entre nous affirment qu'un génocide est un processus continu depuis 100 ans. Ouais, mais ça... La chose la plus importante que nous puissions faire en tant que militants au Royaume-Uni est de couper les lignes d'approvisionnement provenant du Royaume-Uni qui continuent de soutenir l'entité sioniste. Et ce qu'ils ont fait de manière très stratégique, c'est que plutôt que de s'en prendre à chaque entreprise de cette chaîne d'approvisionnement, ils en ont ciblé une seule, à savoir Elbit Systems, le plus grand fabricant d'armes de qualité militaire pour les forces d'occupation sionistes. Ils en ont dit, d'accord, regardons Elbit Systems. Ce sont eux qui produisent toute cette machinerie de violence, et cherchons des moyens de la faire cesser. Ils ont donc commencé par le siège d'Elbit lui-même. Ils ont ciblé leurs bureaux principaux à Londres en les taguant et en causant simplement des perturbations générales avec différents types d'actions de faible intensité. Et puis, avec le temps, et surtout une fois que le génocide a commencé, ils ont intensifié ces actions en occupant les toits de leurs usines, où les armes étaient fabriquées et conçues, en envahissant leurs bâtiments, en découvrant les bons de commande de différentes entreprises, en cherchant à savoir quelles sont les différentes sociétés qui fournissent les pièces dont Elbit Systems a besoin pour produire ces machines de violence. Donc, il y avait toute une stratégie mise en place pour empêcher les armes de quitter les côtes britanniques et d'aller soutenir les forces d'occupation sionistes. Et je pense qu'il y a très peu d'organisations qui, à mon avis, ont eu le même niveau d'impact matériel. Ce que Palestine Action a fait avant son interdiction. Je pense que c'était un groupe vraiment remarquable tant qu'il était encore actif puis en fonctionnement. Et quel a été l'impact? Car, bien sûr, certains spectateurs avertis diraient probablement que c'est beaucoup de bruit. Hey. Peut-on vraiment empêcher une entreprise d'approvisionner l'État israélien avec la complicité de tous les États occidentaux qui interviennent et garantissent ces chaînes d'approvisionnement? Eh bien, aujourd'hui même, Allianz, la compagnie d'assurance, a annoncé qu'elle allait rompre ses contrats avec Elbit Systems. C'est littéralement l'actualité du jour. Donc l'action directe se poursuit, même si Palestine Action a cessé d'exister en tant qu'organisation. Donc il y a Elbit Systems en dentaire. Mais ensuite, il y a les propriétaires des usines. Il y a les compagnies d'assurance qui les soutiennent, les sociétés d'investissement qui investissent aussi dans leur système. Donc, Barclays Bank retire des millions et des millions de dollars d'investissement d'Elbit Systems parce que Barclays a été ciblé par des actions directes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'Elbit Systems en tant que tel, c'est aussi toute l'infrastructure qui permet à Elbit Systems d'exister. Et ce qu'ils ont fait de manière très efficace, c'est perturber toutes ces chaînes d'approvisionnement, ce qui a coûté des milliards de dollars à Elbit Systems. En termes de dégâts, de pertes financières, ou même de fermeture d'une usine, ne serait-ce qu'une seule journée. Comme chaque jour, parce que la loi britannique est la suivante. Si vous avez une usine et qu'il y a quelqu'un sur le toit de l'usine, alors le droit du travail n'autorise personne à travailler sur le plancher de l'usine tant qu'il y a quelqu'un sur le toit. Ils en ont compris cela et ont ciblé stratégiquement ces usines en occupant les toits. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, sans que des gens travaillent sur le plancher de l'usine, c'est de l'argent perdu. Et ils étaient tout à fait prêts à rester là-haut, à se coller eux-mêmes fermement sur ces toits. Pour quelle raison exacte et précise? Pour quelle finalité? Pour sauver des vies palestiniennes, parce que c'est bien de cela dont on parle au final, maintenant. N'est-ce pas? Comment sauve-t-on des vies palestiniennes? Ouais. Si toi ou moi, et je donne cet exemple, quand je fais des conférences, parfois je m'assois là, devant, au début de la conférence, et je dis, j'ai une balle dans la main en ce moment. Cette balle quittera ma main demain, et ira aux forces d'occupation sionistes et sera impliquée dans le meurtre d'un homme, d'une femme ou d'un enfant palestinien.
Disons qu'il y a 100 personnes dans la salle. Ouais. Lequel d'entre vous, parmi ces 100 personnes, prendrait cette balle de ma main tout de suite si vous aviez la possibilité de vous précipiter sur la scène et de me l'arracher? Ouais. J'ai dit vous la prendriez tous? Si vous saviez avec certitude que cette balle ne quitterait pas ma main aujourd'hui et ne tuerait pas un Palestinien demain. Ouais. Qu'est-ce que l'action directe, si ce n'est ça? Le fait que, tu sais, certains de ces militants sont entrés dans l'usine elle-même et ont détruit des drones et des quadricoptères. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un quadricoptère, et je crois qu'on en a déjà parlé dans un précédent podcast, c'est une machine qui vole au-dessus de Gaza, émettant des sons d'hommes, de femmes et d'enfants en train de crier. Donc cela attire les adultes palestiniens à découvert pour qu'ils puissent être abattus soit par un sniper, soit par des tirs de mitrailleuse fixés sur le drone. C'est cela que ces militants détruisaient lorsqu'ils sont entrés dans les îles. Et donc quand on pense au hadith du prophète, où il dit que si vous voyez un mal, alors changez-le de votre main. Vivant un accident, vivant au Royaume-Uni, d'où ces machines de violence quittent nos côtes, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle nous pourrions penser? Y a-t-il un niveau plus élevé d'agir de sa main que de littéralement démonter les machines qui tuent? Je pense pas. À mon avis, je pense que cette action répond vraiment à ce niveau d'exigence du prophète. Chaque hiver, des millions de familles affrontent le froid sans la chaleur d'un foyer, un repas complet ou des vêtements adaptés. Pour les familles qui vivent des conflits, la pauvreté ou le déplacement, la saison hivernale peut être la période la plus difficile de l'année. À Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Afghanistan et ailleurs, des enfants dorment sous de fines couvertures. Des parents sautent des repas pour nourrir leurs petits. Et les écoles peinent à rester ouvertes alors que les températures chutent. Mais ensemble, nous pouvons changer cela. Avec la campagne d'aide hivernale de Beit El Mal, votre compassion offre aux familles de la nourriture pour rester nourries, des couvertures et des vêtements chauds pour rester en sécurité, ainsi que du combustible pour ramener la chaleur dans leur foyer. Vous aidez à maintenir les enfants à l'école, les familles unies et l'espoir vivant pendant les mois les plus rudes. Parce que lorsque vous offrez de la chaleur, vous ne procurez pas seulement du réconfort, vous redonnez de la dignité, vous préservez l'espoir et vous sauvez des vies. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucune famille ne soit laissée dans le froid cet hiver. Faites un don aujourd'hui et aidez à transformer leur lutte en sécurité. Transformez votre compassion en espoir. Rendez-vous sur btml.us/thinkingmuslim pour en savoir plus et donner. Ils ont été désignés comme organisation terroriste par le gouvernement actuel. Pouvez-vous parler de ce terme de terrorisme? Parce que bien sûr, tellement de gens, j'ai rencontré des personnes lorsque j'étais aux États-Unis et il y avait certains musulmans qui croyaient qu'ils étaient réellement impliqués dans des actes de terrorisme tels que nous comprenons habituellement le terrorisme, n'est-ce pas? Donc, pouvez-vous expliquer, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans leurs actions qui fait d'eux une organisation terroriste? Bien sûr. Je pense que c'est une très bonne question. D'accord, mais revenons un peu en arrière. La législation antiterroriste au Royaume-Uni est principalement utilisée lorsqu'il n'y a pas de violence impliquée. Oui. D'accord, il faut que ce soit notre point de départ pour comprendre les lois antiterroristes au Royaume-Uni. Oui, en Inde. Ça paraît contre-intuitif, vu les actes de violence politique qu'on a connus au Royaume-Uni depuis le 7 juillet, mais c'est la réalité. Lorsqu'il y a un véritable acte de violence, un acte de violence politique, que certains qualifieraient de terrorisme, mais que je préfère appeler violence politique, c'est la loi sur les atteintes à la personne qui est utilisée, ou la loi sur les armes à feu et les explosifs. De manière générale, dans la plupart des cas, ils n'utiliseront pas la législation antiterroriste. La législation antiterroriste est utilisée pour des choses comme lire le mauvais livre. Cela est considéré comme une publication terroriste, du genre, je sais pas, le manuel de l'anarchiste ou quelque chose dans ce genre. Ouais, tape clé. Je veux dire, techniquement, Milestones n'est pas considéré comme une publication terroriste, mais je pense qu'ils aimeraient probablement à un moment donné l'interdire en tant que tel. Là encore, nous pouvons discuter des détails expliquant pourquoi il en est ainsi et bien sûr pourquoi ils auraient tort d'agir ainsi. Mais vous savez, par exemple, mon propre collègue, Mohamed Rabbani, arrivant au Royaume-Uni, avait sur son téléphone, après un voyage auquel nous avions tous les deux participé en même temps. Il interviewait un frère qui avait été maltraité par le FBI. Oui. Il a été arrêté par la police qui a exigé d'avoir accès à son téléphone. Il refuse, disant « J'ai ici des informations confidentielles concernant un client qui pourrait vraiment nuire à mon client. » Il ne l'écoute pas. Et alors, de quoi est-il poursuivi en vertu de la législation antiterroriste? De quoi est-il accusé? De législation antiterroriste? De quoi est-il reconnu coupable? D'une infraction terroriste? Mais ce n'est pas un terroriste.
Et c'est ça le problème. Quand on regarde les statistiques sur le terrorisme, qu'ils ressortent chaque année, on nous dit que tant de personnes ont été arrêtées sous les lois antiterroristes, tant de personnes ont été inculpées, tant de personnes condamnées. On a cette idée que tous ces actes étaient des actes de violence, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Ce sont toutes des infractions très mineures qui n'ont presque rien à voir avec le fait d'être réellement impliqué dans un complot visant à tuer ou blesser des gens d'une quelconque manière. Donc voilà, désolé, je voulais juste poser ce cap de référence. Parce que quand on en vient à interdire des organisations, tout le régime d'interdiction est alors politique. C'est entièrement politique. Il s'agit de la manière dont notre gouvernement choisit d'exprimer sa politique dans le monde. Et le régime d'interdiction est lui-même un outil de violence. Parce qu'il s'agit de l'idée que certaines organisations, on veut pas qu'elles soient perçues politiquement comme faisant partie d'une solution à un problème. Vous savez, ce qu'il faut comprendre à propos de toutes ces interdictions, c'est que c'est toujours une décision politique. Ce que nous avons vu avec Palestine Action, vous savez, à travers un certain nombre d'emails divulgués, c'est qu'il y a énormément d'ingérence de la part de l'ambassade israélienne, de l'État sioniste lui-même, dans quoi? Dans la pression exercée sur notre gouvernement pour interdire cette organisation. Et c'est vraiment ça le point clé ici. Le gouvernement britannique agit dans l'intérêt des sionistes en interdisant Palestine Action. Pourquoi? Parce que c'était efficace tant que ce n'était pas interdit. C'était une organisation très efficace, tout comme le BDS, mais à une échelle bien plus grande. Donc, pour être clair, il n'existe aucun exemple de membre ou de soutien de Palestine Action ayant commis des actes de violence contre des individus, dans ce que l'on considère comme un acte de terrorisme conventionnel. Oui, tout à fait. Je veux dire, il y a quelques débats à ce sujet. En ce moment même, lors du procès des 24 de Filtal, sur la question de savoir si oui ou non, un ou deux d'entre eux ont agi violemment envers un agent de sécurité. Mais en fait, qu'est-ce qui est ressorti du procès jusqu'à présent? Lors du contre-interrogatoire de ces agents de sécurité, de l'examen de leurs caméras corporelles et des témoignages donnés par les militants FM, il apparaît en réalité que les agents de sécurité semblent mentir sur leur version des faits. Et cela semble assez cohérent. Ils ont exagéré ce qui s'est passé et en réalité, les personnes concernées, d'après ce qui semble, d'après ce que j'ai lu, du procès jusqu'à présent, ce sont en fait les agents de sécurité qui agissaient violemment envers les militants. Ouais, génial. Est-ce que je peux te poser une question sur la charia par rapport à l'action directe? Parce que j'ai rencontré un imam récemment qui était convaincu que tout ça c'est haram. Comme D'accord. recourez à l'action directe, car vous enfreignez la loi. Vous savez, je sais pas, atteinte à la propriété privée. Il a évoqué une question de citoyenneté, et vous êtes en train de rompre votre contrat avec l'État. Il a donc été assez clair sur le fait que, vous savez, nous ne pouvons pas faire ça. Nous pouvons protester, vous savez. Nous pouvons faire entendre notre voix, mais nous ne pouvons pas nous impliquer physiquement de cette manière, comme l'exigerait une action directe. Avez-vous confiance en vous d'un point de vue islamique? Qu'il y ait ici une couverture suffisante de la part du Hokam Shari pour que nous sachions que ce qu'ils font est acceptable selon l'islam. Jazakallah. C'est une question vraiment très importante et assez sérieuse. Évidemment, nous discutons avec nos propres oulémas, vous savez, nous avons beaucoup réfléchi à ce sujet en profondeur. J'ai rédigé un article que nous avons publié en ligne sur la manière dont nous pourrions comprendre à la fois l'action directe et la désobéissance civile d'un point de vue islamique. Maintenant, nous abordons plusieurs points ici. Nous pouvons parler de la culture, de ce que ça signifie d'être britannique, de faire partie de cette société, et de la façon dont l'action directe s'inscrit dans un schéma plus large et plus ancien de ce que signifie être une personne britannique, et comment le fait de s'engager dans l'action directe fait en réalité partie du caractère britannique par excellence, un caractère qui est célébré et loué. En fait, si l'on regarde, c'était intéressant. Parce que la dernière fois que j'étais au Parlement, il y a quelques semaines, ou 2 semaines, avec les familles de Filton, les 24, ceux qui faisaient la grève de la faim, en sortant, il y avait ce monument, un monument Lego dédié aux suffragettes. C'était tellement ironique. Parce que la chose même pour laquelle le groupe Palestine Action est en train d'être proscrit, c'est exactement la chose pour laquelle, bien sûr, les suffragettes étaient louées. Et bien sûr, le niveau de violence auquel Palestine Action a été prêt à recourir n'atteint même pas le plafond de ce que faisaient les suffragettes. Personne ne se jette devant des chevaux sur les hippodromes.
personne ne met le feu aux maisons de qui que ce soit en lançant en gros des cocktails Molotov dans les boîtes aux lettres. Personne ne casse les vides des gens ordinaires, n'est-ce pas? Les suffragettes, je voudrais dire, étaient bien plus violentes que ne l'a été Palestine Action. Ti ont tué, ils ont ciblé un fabricant d'armes et toute la constellation d'organisations qui le soutiennent. Donc il faut remettre les faits à leur place sur ce qui se passe réellement, avant d'aller plus loin. Par exemple, qu'est-ce que l'islam a à dire là-dessus? Ce qui se passe en ce moment, c'est un génocide, non? Une organisation de l'ONU. Un comité de l'Organisation des Nations Unies a clairement déclaré que non seulement un génocide est en train de se produire en ce moment même, mais qu'il a malheureusement lieu depuis le mois d'octobre 2023, et ce, de manière continue. D'accord, donc c'est sur cette base juridique que nous nous trouvons. Maintenant, si certains veulent avancer l'argument que, d'une certaine manière, la relation que nous avons avec nos propres pays est rompue par certaines personnes qui passent à l'action directe, et que cela constitue en fait une violation de l'accord que nous avons. Alors, la question que nous devons nous poser est: que dit l'ACSA sur le rôle que ce gouvernement, notre pays, et les entreprises privées jouent par rapport au génocide? Et bien sûr, le rôle que jouent nos impôts dans le maintien de cela. Maintenant, surtout d'un point de vue macasside, si l'on regarde la situation. Donc les macassides, c'est-à-dire les... Objectifs de la charia, c'est bien ça? Alors, nous ne pouvons pas assimiler l'acte de citoyenneté ordinaire à ce qui se passe en lien avec le génocide, quand nous voyons des gens se faire massacrer en masse. Alors que, bien sûr, nous sommes ici très confortablement installés. Et en fait, j'irai même plus loin. Nous contribuons à une économie qui, selon moi, constitue l'un des deux piliers centraux du sionisme, les États-Unis. Et le Royaume-Uni, ce sont les deux principaux piliers qui maintiennent le sionisme dans ce monde. Et ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'en tant que musulmans du Royaume-Uni et musulmans des États-Unis, nous sommes plus proches du châtiment d'Allah que presque tout autre groupe de musulmans dans le monde, à cause de la relation que nos pays entretiennent avec les sionistes eux-mêmes. Donc, si certains veulent argumenter que, d'une manière ou d'une autre, nous avons rompu la confiance, ou que nous avons rompu notre relation avec les pays dans lesquels nous vivons, ou que, d'une façon ou d'une autre, la propriété privée de quelqu'un prime sur l'arrêt des massacres de masse, alors je suis désolé de dire que cette personne a probablement subi une lobotomie spirituelle. C'est la seule façon dont je peux le faire. Et cette personne devrait vraiment repenser sa relation avec le Coran, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de la vision d'Allah concernant la Kaaba, n'est-ce pas? Le sanctuaire le plus sacré. S'il y avait un bâtiment dans le monde que l'on classerait en première position pour les musulmans en termes de sacralité, en tant que propriété, rien ne surpasse la Kaaba. Et c'est le prophète qui informe la Kaaba de la vision d'Allah concernant ce bâtiment. Il ne parle pas d'une naine. Il s'adresse à Eve. Il dit que ni toi, en désignant la Kaaba, ni la ville qui t'entoure ne valent la sacralité d'un seul musulman. Donc, lorsque le prophète informe la Kaaba de la façon dont Allah accorde la priorité à la vie musulmane par rapport aux bâtiments, aux structures et aux lieux de culte, alors où cela nous place-t-il au milieu d'un génocide quand ce pays dans lequel nous vivons n'est pas seulement complice? La complicité est un mot que j'entends constamment et de façon répétée. Si nous utilisons le mot complice, ça signifie qu'on n'a même pas pris la peine de faire le travail pour comprendre à quel point le Royaume-Uni est central dans le maintien du sionisme. En tant que bras néo-impérial du capitalisme et du type d'extraction de ressources qui a lieu au Moyen-Orient, on est obsédé par cette idée qu'un lobby juif est tellement puissant qu'il contrôle la façon dont le gouvernement britannique et la politique étrangère britannique fonctionnent. Mais n'as-tu pas envisagé que le sionisme est une manifestation de la manière dont les Britanniques continuent d'agir comme un empire néo-impérial? N'avons-nous pas réfléchi au fait que l'extraction de ressources qui a lieu au Moyen-Orient, le maintien de despotes au Moyen-Orient, font entièrement partie d'un plan colonial qui se poursuit encore aujourd'hui? Alors pourquoi blâmons-nous un lobby sioniste pour quelque chose? C'est un problème qui a été créé par les Britanniques à l'origine et qui est maintenu par eux jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je me mets en colère et, tu sais, je suis désolé si ma frustration se ressent pendant que je parle, mais
Quand j'entends ce genre d'argument, je ne trouve pas qu'ils aient un quelconque fondement. Dans ce cas-là, attend réellement de nous sur cette terre. C'est intéressant, parce qu'en t'écoutant, j'ai eu l'impression que presque cet imam, et vous-même, vous avez une conception complètement différente de ce que signifie être musulman. Même, n'est-ce pas? Gab. Je dirais même ce que signifie être britannique, mémé. D'accord, qu'est-ce que cela signifie d'être britannique? Qu'est-ce que cela signifie d'être musulman? Parlez-nous-en, s'il vous plaît, parce que enfin, vous savez, alhamdoulilah, j'ai la chance de m'asseoir avec vous et de vous rencontrer à plusieurs reprises. Et j'ai le sentiment que vous avez une idée de ce que c'est qu'être croyant, qui est probablement assez différente de celle du frère à qui je parlais, vous savez, sur ce à quoi ressemble un bon musulman selon lui. Et évidemment, je ne veux pas vraiment entrer dans la rhétorique du bon musulman, mauvais musulman, mais il y a une différence. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela signifie être musulman à vos yeux? C'est tellement... Évidemment, c'est une question fondamentale sur qui nous sommes, quelle est notre identité, en quoi nous croyons, comment nous agissons dans le monde, voyez, tout ça. Au final, tout cela doit revenir au Tawhid, n'est-ce pas? Notre adoration d'Allah. Oui, de la manière dont il nous l'a décrite dans le Coran, de la manière dont le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a également décrite. Incarner cela, ça signifie que l'adoration doit être complète dans tous ses aspects. Donc, quand nous comprenons l'adoration, nous la reléguons souvent à ces espaces d'activité spirituelle, rituelle. Et puis, il y a le reste du monde. Mais pour moi, il n'y a aucune distinction entre les deux. Les gens de Chouaïb qui demandent à Chouaïb quelle est la différence, quel rapport la salate, la prière, a-t-elle avec le marché? Elle a tout à voir avec le marché. Comment peux-tu évoluer dans un monde où tu ne comprends pas cela? Notre comportement dans les transactions, notre comportement sur les réseaux sociaux, notre comportement dans l'espace politique, notre comportement dans n'importe quel lieu où nous nous trouvons fait partie de ce que nous sommes en tant que musulmans. Et donc, l'idée que, d'une certaine manière, on puisse vivre dans un environnement qui contribue à nuire à d'autres musulmans ailleurs dans le monde, et que cela n'ait aucun impact sur toi spirituellement et ne dise rien sur qui tu es en tant que musulman, alors je pense que c'est là que nous rencontrons un problème vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne... C'est, en quelque sorte, il n'aide pas un peuple tant qu'il ne croit pas vraiment. Mais qu'est-ce que la vraie foi? Et les gens disent, oh, c'est parce qu'on ne fait pas assez de salade, qu'on ne lit pas assez le Coran et tout le reste. Eh oui, c'est vrai. Nous devons faire tout ça et bien plus encore. Mais nous devons aussi faire toutes les autres choses, c'est-à-dire ne pas laisser notre peur de la dunya nous dicter ce que signifie mener une vie éthique. Et je pense que, tu sais, quand tu parles à beaucoup de ces mêmes personnes, à cet imam que tu as rencontré, et tu sais, j'ai moi-même entendu ces arguments à nombreuses reprises. Quand on creuse pour comprendre pourquoi ils adoptent ces positions, ils disent toujours la même chose. Qu'est-ce qui va nous arriver, n'est-ce pas? Mais maintenant, on est dans un autre contexte. Maintenant, on prend des décisions politiques en fonction de ce qu'on pense être juste ou non. Mais ce n'est pas de là qu'on devrait partir. On devrait toujours commencer par se demander, d'un point de vue éthique, quelle est la bonne chose à faire. Maintenant, tu pourrais prendre une décision différente sur la façon dont tu veux agir, mais ne te cache pas derrière l'idée de halal et haram pour masquer la cupidité. C'est quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui m'inquiète. Certaines personnes utilisent ces arguments pour essayer de gérer le dilemme intérieur qu'elles ont par rapport au monde dans lequel elles vivent. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que je pense que beaucoup de nos imams ici au Royaume-Uni n'ont pas compris comment fonctionne la politique, comment fonctionne l'infrastructure de la violence, comment matériellement. Le Royaume-Uni est un nœud central dans la manière dont les musulmans du monde entier sont opprimés au quotidien. Et pour, d'une certaine manière, dissocier cela et dire, en fait, ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est un islam britannique nativiste qui soit protégé, sûr et sécurisé. C'est précisément cela qui nous empêche d'avoir une véritable vision hommatique pour nous-mêmes et de comprendre cela. En réalité, tout cela signifie simplement que le fardeau qui pèse sur nous en tant que musulmans britanniques est amplifié par notre présence ici. Il n'est pas diminué. Cela veut dire que si le Royaume-Uni est responsable dans de nombreux endroits à travers le monde, cela signifie que l'obligation qui nous incombe, du fait que nous sommes ici, est amplifiée en raison de notre lien avec cette violence. Est-ce que... Tu penses qu'il y a quelque chose d'un peu plus fondamental? Je veux dire, penses-tu que certains de ces imams manquent de courage?
Oui, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot humilité, mais j'essayais d'employer un terme peut-être un peu plus poli que lâcheté. Tu viens un peu de me démasquer sur ce point-là? Laisse-moi le formuler autrement. J'ai peur que nous n'enseignions pas correctement le tawhid. J'ai peur que nous parlions du la hawla wa la quwwata illa billah, que nous enseignions à nos jeunes qu'il n'y a pas de puissance supérieure à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'ensuite, dans la vie réelle, nous agissions comme si, d'une certaine manière, tu sais, nous avions tout à craindre. Ouais. Tu sais, chez Cage, ce qu'on essaie de faire, c'est de tout tenter, d'épuiser toutes les voies possibles dans le cadre de la légalité de ce pays. Tout ce qu'on peut, par exemple, tu vois, si ça c'est la boîte de tout ce qui est légal, on veut faire absolument tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte, pour être sûr d'avoir une excuse devant Allah qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et plus récemment, parfois, quand on pense qu'il y a une valeur stratégique à même peut-être enfreindre la loi, comme on l'a vu, le frère Mazen Beg, qui est un ancien détenu de Guantanamo, et le frère Mohamed Rabbani ont aussi enfreint la loi. Et on pourra parler un peu plus tard, Inch'Allah, des actes de désobéissance civile pour défendre nos jurys. Mais au minimum, je trouve intéressant que nos communautés deviennent soudainement des experts juridiques. C'est des gens qui me disent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Alors, désolé de le dire, mais en ce qui concerne les lois antiterroristes, je fais partie des experts dans ce pays. Sans vouloir me vanter, j'ai passé les 22 dernières années de ma vie à étudier ce sujet. Et t'es en train de me dire que t'en sais plus que moi sur le sujet dans lequel je me suis spécialisé, sur lequel j'ai un doctorat, non? Ouais, bien. Alors qu'est-ce que c'est ce truc qui les pousse à dire ces choses-là? C'est cette analyse selon laquelle, d'une certaine manière, tu sais, ils pensent pouvoir se protéger de l'État s'ils restent simplement silencieux. Frère, notre mosquée ne peut pas accueillir les 24 familles de Fulton parce que qu'est-ce que dirait la commission des associations caritatives? Frère, je te le dis maintenant, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il ne va rien t'arriver. Si tu suis la procédure de diligence raisonnable que ta mosquée est censée respecter, que tu fais une évaluation et que cette évaluation est faite. Il n'y a rien d'illégal à accueillir les 1424 familles, mais la commission des associations caritatives va commencer à nous enquêter. Et alors? Et alors, la protection de la vie, ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut rien. Quelques papiers à remplir et au final, tu t'en sortiras, tu réussiras quand tu leur répondras. Mais au-delà de ça, pourquoi es-tu toi? En tant qu'association caritative, qui est régulée par la commission des associations caritatives, pourquoi ne poses-tu pas toi-même des questions à la commission sur le fait qu'elle n'enquête jamais sur toutes ces organisations sionistes qui sans arrêt lèvent des fonds et soutiennent un génocide? Les associations caritatives ne font même pas le strict minimum. Elles n'utilisent même pas la position qu'elles ont auprès de leur propre organisme de régulation pour leur tenir tête. Je pense que chaque association caritative musulmane au Royaume-Uni, en ce moment, qui a le moindre lien avec Gaza, doit prendre position sur le sionisme, doit prendre une position publique sur le sionisme. Il ne suffit pas de collecter des fonds pour construire des infrastructures, parce que la construction d'infrastructures à Gaza est une forme de subvention du génocide. Nous subventionnons la violence d'Israël en reconstruisant ce qu'ils détruisent. Et je ne dis pas une seconde qu'il ne faut pas faire. Bien sûr qu'il le faut. Il le faut. Nous devons mettre notre argent en commun pour donner aux Palestiniens toutes les chances possibles. Mais il faut juste reconnaître, tout simplement, que nous subventionnons ce que font les sionistes. Eux détruisent, nous reconstruisons, et à la fin, on se félicite nous-mêmes. Mais frère, quel plan as-tu pour mettre ça en sionisme? Une idéologie fasciste, raciste, qui peut opérer légalement au Royaume-Uni? Quel est le plan de ton association caritative pour y mettre fin? La cause profonde de cette violence, quelle est-elle? As-tu un plan? Et tu sais, j'en arrive vraiment à un point où je pense que, en tant que musulmans au Royaume-Uni, si nos associations caritatives qui prétendent œuvrer pour les Palestiniens n'ont pas d'agenda antisioniste, alors je pense qu'on ne devrait plus contribuer à ces associations. Je pense qu'elles devraient publiquement, personnellement c'est mon avis, je pense qu'elles devraient publiquement déclarer comment elles comptent militer contre et avoir un plan pour mettre fin à l'influence sioniste. Au Royaume-Uni, là où elles sont basées, mais aussi dans le monde. Je pense que c'est extrêmement important. Sinon, pourquoi est-ce qu'on se contente de participer à un jeu à somme nulle?
Oui, ici à Charlotte, on arrive à aider un peu les Palestiniens, mais la machine de violence qui a causé toute cette destruction là-bas est toujours en place. Ces associations caritatives ne devraient-elles pas agir par rapport à cela, non? Puis-je poser une question à propos des manifestations défendant nos jurys? Il y en a donc eu, je crois, près de 2000, peut-être même 2000. Encore. Plus de 2000, Lestin? Je pense qu'il y en a près de 3000 si je dois en prouver. Est-ce que le... Ouais. Bon, il y a eu 3000, presque 3000 arrestations. Et ces arrestations qui ont lieu, arrestations montrant des gens manifestant leur solidarité avec l'organisation, avec les prisonniers. Comme nous l'avons vu aujourd'hui avec Greta Thunberg. Pouvez-vous nous en parler? Parce que, vous savez, l'image que cela renvoie est vraiment frappante. Vous savez, la plupart de ces personnes sont blanches. Ouais. Âgées, beaucoup d'entre elles sont âgées, certains sont prêtres ou vicaires, et tous musulmans. À bien des égards, d'après ce que je peux voir, ces personnes, ce sont des citoyens ordinaires, respectueux des lois, qui manifestent leur soutien à l'action pour la Palestine, et la police a reçu l'ordre de les arrêter. Expliquez-moi pourquoi ils font cela, et quel a été l'impact de ces actions. L'action Défendons Jury. L'action Défendons nos jurys est sans doute l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'activisme au Royaume-Uni. Désobéissance civile. C'est un acte de désobéissance civile, n'est-ce pas? Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, lorsqu'ils ont vu l'interdiction de Palestine Action, il y a environ 6 mois, c'est de se rassembler et d'appeler de grands groupes de personnes à enfreindre délibérément la loi. Alors, il s'agit donc d'infractions relevant des sections 12 et 13 de la loi sur le terrorisme. Nous avons parlé du fait que Palestine Action a été classée comme organisation terroriste. Désormais, exprimer son soutien est une infraction pénale. Maintenant, si vous prononcez ces mots à voix haute, je soutiens l'action palestinienne, et je dis que, bien sûr, hypothétiquement, cela constitue une infraction en vertu de l'article 12 de la loi sur le terrorisme. Maintenant, si vous écrivez les mots « Je soutiens Palestine Action » sur une pancarte ou un morceau de papier et que vous brandissez cette pancarte, il s'agit, encore une fois, d'une expression de soutien, mais c'est une infraction à l'article 13, qui concerne une communication écrite. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, ce qui entraîne une peine potentielle beaucoup moins lourde, 6 mois d'emprisonnement tout au plus. Ouais. D'accord. Le comité d'organisation Défendons nos jurys a donc décidé d'offrir aux gens la possibilité d'enfreindre l'article 13 de la loi antiterroriste. Ils ont dit « Nous nous sommes réunis et nous enfreignons la loi ensemble en écrivant « Je m'oppose au génocide, je soutiens l'action pour la Palestine ». Donc, ils sont tous assis ensemble, ils font cette action, des centaines à la fois. Dans un cas, un jour où nous étions présents, je crois que c'était le jour où le frère Malzenberg a été arrêté. Il y avait presque 1000 personnes arrêtées en une seule journée. Et bien sûr, cela submerge le système, et c'est tout l'objectif de la désobéissance civile. Oui. C'est pour mettre complètement à l'arrêt la machine, n'est-ce pas? De l'État, en la rendant incapable de poursuivre autant de personnes. Ils n'emprisonneront pas 3000 personnes. Ils ne peuvent pas. C'est tout simplement impossible parce qu'ils doivent donner exactement la même peine à tout le monde. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient choisir et dire « Oh, on n'aime pas Martin Deck ». Vous savez, le genre de directeur principal chez Kent International. On le déteste en tant que personne, donc on va lui donner les 6 mois de prison complets, mais on ne va pas les donner à la grand-mère de 90 ans. Non, il faut appliquer la loi de façon légale. Donc maintenant, ils se retrouvent face à un dilemme. Comment vont-ils poursuivre en justice tous ces cas de personnes qui ont délibérément choisi d'enfreindre la loi? Vous savez, et chez Cage, on a décidé de proposer certains de nos propres membres pour le faire. Alhamdulillah, parce qu'on pense qu'on est témoin de tout cela. Ces personnes âgées blanches qui s'impliquent dans cette action, montrant leur solidarité envers le peuple palestinien, en acceptant d'enfreindre la législation antiterroriste, nous devons aussi jouer ce rôle. Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons toujours laissés pour compte. Nous serons toujours cette communauté qui avait trop peur de sa propre ombre pour participer, pour faire ce qui est juste. Et regardez, je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire pour tout le monde. D'accord, pas du tout. Je pense que c'est une chose difficile à faire à bien des égards. C'est pourquoi on voit surtout des personnes âgées le faire. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui le font. Beaucoup de jeunes ont choisi d'enfreindre la loi, afin de rendre cela clair là-bas. Ce que faisait Palestine Action avant son interdiction, c'était de sauver des vies. Et que signifie utiliser les lois antiterroristes pour empêcher ce processus d'avoir lieu? Parce qu'au fond, que faisait vraiment Palestine Action? Elle faisait quoi?
des dégradations criminelles, mais l'action directe elle-même, elle reste possible. Elle existe toujours. L'action directe n'a pas été interdite en tant que méthode. Et donc on espère que, bien sûr, vous savez, Palestine Action n'existe plus maintenant, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas la soutenir pour l'instant, tant que la loi reste telle qu'elle est. Inch'Allah, on espère qu'ils gagneront leur procès et que la décision de les interdire sera annulée. Mais d'ici là, il pourrait y avoir beaucoup d'autres groupes d'action directe qui émergent, qui pourraient cibler d'autres fabricants d'armes, d'autres sociétés d'investissement et d'autres entreprises, et tout le reste. Comme je l'ai dit, on sait que ça fonctionne, mais on a aussi besoin maintenant de ces actes de désobéissance civile pour montrer clairement qu'en réalité, des gens sont prêts à risquer leur sécurité et leur sûreté. Pourquoi faire? Pour faire passer le message que la Palestine n'est pas négociable, que nous n'autoriserons pas qu'un génocide ait lieu sous nos yeux. La mise à l'écart de la Palestine. L'action signée a eu lieu sous un gouvernement travailliste. Yvette Cooper était ministre de l'Intérieur à l'époque, mais bien sûr cela a été poursuivi avec beaucoup de vigueur, je pense, par l'actuel ministre de l'Intérieur, une musulmane, Shabana Mahmoud, et aussi bien sûr Sadiq Khan et le maire de Londres. Et ces deux-là, la ministre de l'Intérieur et Sadiq Khan, le maire de Londres, ont un contrôle stratégique conjoint sur la police métropolitaine, qui est en grande partie responsable de la majorité de ces arrestations. Que devons-nous penser de ces deux personnes, des musulmans en général, qui nous représentent, et de la vigueur avec laquelle ils, je ne sais pas, poursuivent d'une certaine manière, ou du moins, vous voyez, au moins, en approuvant l'arrestation de ce grand nombre de personnes dans les rues de Londres pour avoir soutenu la Palestine. Donc, je veux dire, nous avons déjà parlé dans un épisode précédent du podcast The Thinking Muslim de mon point de vue sur, disons, la politique électorale et en particulier de la participation des musulmans. Pour moi, ça ne fait plus ces choses. Ouais. Par exemple, Shabana Mahmoud pourrait ne pas être musulmane. Ça ne change rien pour moi, dans un sens comme dans l'autre. Ce que j'observe, c'est la politique même. Et comment cette politique impacte ma communauté et j'interagis directement avec cela. Je pense que là où ça devient important, c'est comment passe-t-on de quelqu'un qui est publiquement antisioniste à quelqu'un qui est prêt à s'impliquer pour garantir cela. Palestine Action, une organisation qui sauvait littéralement des vies palestiniennes, maintient son interdiction sous une véritable interdiction injuste et totalement inacceptable. Je dirais une utilisation grossière de la législation antiterroriste, c'est vraiment le cas. C'est absolument révoltant qu'ils utilisent la législation antiterroriste pour faire ça. Donc c'est ça la vraie question en fait. Comment passe-t-on de cette position à cette autre position? Et je pense que la seule façon de vraiment décrire cela, c'est à travers l'accent qui est mis sur le pouvoir et le maintien du pouvoir. Et comment et pourquoi le sionisme reste un nœud aussi central dans le capitalisme colonial extractiviste qui existe au Moyen-Orient. Il y a énormément d'intérêts en jeu, dont beaucoup proviennent du Royaume-Uni. Et des personnes comme Shabana Mahmoud, des personnes comme Sadiq Khan jouent leur rôle là-dedans. Et c'est pour ça que le service minimum rendu à la cause palestinienne est en réalité une forme de dissidence autorisée. Vous pouvez dire autant que vous voulez que, vous savez, on n'aime pas ce qui arrive au peuple palestinien. Mais si vous participez concrètement au maintien de ces dommages, alors vous faites partie du problème. Et donc par conséquent, du simple fait d'être musulman, cela ne change rien pour nous. Finalement, cela ne change absolument rien à Dourni. On s'en fiche que vous soyez musulman. Ce qui nous importe, c'est que vous appreniez ou non à être une personne décente. Et faire partie d'un système et d'une structure qui sont pro-génocide signifie cela. Malheureusement, vous vous trouvez du mauvais côté de l'histoire, et probablement aussi du mauvais côté de votre propre histoire. Akira. Vous avez dit précédemment que des gens comme vous, Cage et d'autres militants essayaient d'utiliser tous les moyens légaux à leur disposition pour appuyer notre position sur la Palestine et faire progresser la cause de notre Oumma musulmane opprimée. Je veux dire, t'es contre la politique électorale, mais si je peux me permettre de te contredire gentiment et de dire, eh bien, imagine si Hassim Qureshi se présentait aux élections, non pas en tant que membre du Parti travailliste, mais en tant que candidat indépendant. Et si Hassim Bek se présentait aux élections, Abdani se présentait aux élections. Vous avez du soutien, alhamdulillah, vous avez du soutien au sein de la communauté musulmane.
N'est-ce pas la même chose que de dire que nous avons toute une panoplie de moyens à notre disposition? L'une est l'action judiciaire, l'autre la politique électorale, pourvu que ce soit les bonnes personnes. Et c'est probablement là le problème. Sadiq et Shabana ne sont pas les bonnes personnes. Ce ne sont pas des gens qui... Qui peut affronter le pouvoir? Ce sont des personnes qui se conforment au pouvoir. N'est-ce pas, alors? Pourquoi Oussam Qureshi ne se présente-t-il pas aux juridictions? Dans le cadre de quoi? Je dis même pas qu'il faut le prendre très au sérieux, mais simplement comme l'un des nombreux outils précieux à ta disposition pour t'en servir efficacement comme une plateforme utile, pour exprimer ce que nous considérons comme juste et vrai. C'est une question très, vous savez, assez profonde, vue sous plusieurs angles différents. Pour commencer, je ne pense pas que je le ferai un jour dans mon lit. Au fond de moi, j'espère ne pas être cette personne. Et ce n'est pas parce que je pense que tu as tort qu'il n'y a pas de raison de le faire. Donc, je pense qu'il faut juste clarifier ce que je dis. Et je vais parler de moi, et non pas au nom de toute l'organisation Cage, d'accord? C'est-à-dire que, oui, il faut utiliser tous les moyens à ta disposition. Fattaqullaha mastata'tum. Soyez conscient d'Allah autant que vous le pouvez. Maintenant, la question est, à quoi cela ressemble-t-il? Ma préoccupation porte toujours là-dessus. Est-ce qu'on s'implique dans un système et une structure qui nous pacifie en tant que peuple? Ou bien s'implique-t-on dans un système et une structure capables de tirer parti de certaines positions pour opérer un changement réel? Maintenant, cela ne veut pas dire que je suis totalement contre la politique électorale. Ce que cela signifie, c'est que je suis contre l'idée que le changement se produit principalement par ce biais. Mon analyse de la politique électorale au cours des 30 dernières années où j'ai pris le temps de m'y intéresser est la suivante. En grande partie, quand les gens s'y engagent, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent. Ils perdent leur propre sens de l'éthique et leur propre sens de la dignité à mesure qu'ils s'impliquent davantage dans les partis politiques traditionnels. Dans le courant politique d'Amoran. Faites. Je dis, vous savez, demandez-lui, Qureshi. D'accord. C'est notre candidat. Nous y reviendrons, ou le sourant. Nous y reviendrons dans un instant, le stade. Commençons donc par parler des principaux partis politiques. Oui. Ils ont un fouet à 3 lignes, comme vous le savez. Oui, c'est vrai, ils en ont. Il existe tout un processus au sein d'un système structuré qui ne leur permet pas de dépasser un certain plafond de valeur éthique. Oui, nous savons en fait. D'accord? Il y a des gens, il y a beaucoup de musulmans qui font maintenant partie du Parti travailliste. En particulier, certains, vous savez, qui se disent musulmans, vous savez, au sein même du Parti conservateur, en fait, qui se disent musulmans. Dans l'un ou l'autre parti, n'est-ce pas? Et qui instrumentalisent cette identité musulmane contre la communauté. Ou devrais-je dire, ils utilisent cette identité musulmane à des fins précises. C'est-à-dire, nous sommes musulmans, vous savez, nous nous soucions de cela, c'est notre cause, surtout à l'approche des élections. Ouais. N'est-ce pas? Et me sait, on le constate tout le temps, on voit ça se produire dans les masquis. Il n'y a pas de politique à la mosquée, frère, jusqu'à ce qu'un député ait besoin de venir faire son discours pour expliquer pourquoi il faut voter pour lui. Et là, tout à coup, la politique à la mosquée, ça ne pose plus aucun problème. Toi et moi, on connaît très très bien cette histoire. Et puis, bien sûr, ce qui se passe, c'est qu'ils sont élus et deviennent des monstres. Oui. Ils deviennent des gens qui, tout à coup, ont oublié d'où ils viennent. Ils ont oublié quelle était la cause. Ils ont oublié que le sionisme lui-même est une idéologie malfaisante qu'il faut renverser. Ils oublient tout cela d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont maintenant dans des cercles d'influence dont ils ne peuvent plus se libérer. D'accord? Et donc c'est ce qu'on nous répète sans cesse. Qu'il faut attendre, attendre, attendre. Vous savez, j'ai été très critique envers les positions de Zahra Sultana au début du génocide, alors qu'elle était encore au sein du Parti travailliste. En partant, et je pense qu'elle illustre très bien cette discussion, en partant, elle a trouvé davantage sa voix. J'étais extrêmement contente, très heureuse de la voir devant la prison de Bruntsfield l'autre jour, utilisant sa voix. En soutenant Kessar, qui s'était effondré au sol, nous pourrons parler de Kessar, Zora et d'autres dans un instant. Ouais, elle fait partie des grévistes de la faim. Ouais. Alors, Gré. Mais maintenant, on parle d'un autre monde, non? C'est-à-dire, tu es maintenant indépendant ou tu as un petit parti qui a peu de chances d'avoir une réelle influence en termes de politique électorale, à paraître quoi? Une voix antagoniste envers le gouvernement, ce qui est très bien. C'est super! Mais ne faisons pas semblant que c'est comme ça que le pouvoir se manifeste. Et c'est ça le problème, non?
Le problème, ce n'est pas de s'impliquer dans la politique électorale. Le problème, c'est la façon dont notre éthique se manifeste une fois qu'on est à l'intérieur de ce système. Et je pense que l'exemple de Zahra est parlant, car elle est bien plus efficace en dehors du Labour qu'elle ne l'a jamais été à l'intérieur du Labour. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'elle soit restée aussi longtemps chez Labour. Franchement, c'était une aberration. Oui, tout à fait, Aîné. Et je pense que pas mal de gens l'ont interpellée à ce sujet. Est-elle plus efficace, Yatma? Je dirais que oui, d'une certaine manière, en ce qui concerne sa capacité à défendre certaines causes, tu vois, et certaines positions. Tiens, est-ce qu'elle reste problématique sur d'autres aspects? Je pense que c'est une discussion qui continue, mais ce n'est pas vraiment le sujet ici. C'est plutôt, d'accord, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui s'implique dans tout ce processus? Et je pense que, Inch'Allah, les indépendants, ils ont utilisé leur voix à différents moments, à différentes occasions, pour faire certaines choses. Ah. Mais s'ils n'utilisent pas leur voix pour rester connectés à la communauté et à ce que fait la communauté, alors leur voix devient, tu vois, finalement inutile. Alors pour moi, en ce moment, franchement, pas que, tu sais, je veuille forcément promouvoir un politicien, parce que, tu sais, en tant que personne chez Cage, on doit garder notre indépendance vis-à-vis de tout le monde. Mais je trouve que Zach Polanski, d'une certaine manière, et Mohsin Ali, ils proposent tous les deux des discours. Et je me dis, ah d'accord, en fait, c'est vraiment comme un... Je suis vraiment content qu'ils parlent de ça et qu'ils tiennent ce genre de propos. Et en fait, je pense qu'ils ont fait bouger les lignes, même chez les indépendants, pour qu'ils soient un peu plus courageux. Du moins, c'est mon analyse. En réalité, les indépendants étaient devenus un peu plus discrets dans leurs déclarations publiques et leur politique. Jusqu'à ce que Polanski et Ali commencent vraiment à porter un discours public sur la Palestine et Gaza en particulier. Et donc je pense que, tu sais, comme je te l'ai déjà dit, en fait, je me fiche complètement que mes politiciens soient musulmans ou non. Ça ne change absolument rien pour moi. Ça n'apporte aucune valeur à ma vie. D'aucune façon, sous aucune forme. Ce qui apporte de la valeur à ma vie, c'est de voir des personnes capables de prendre des positions éthiques dans l'espace public et faire bouger les choses par rapport à ce à quoi ressemble ce pays. Et pour vraiment combattre ce genre de... La montée de ces éléments fascisants est devenue tellement ancrée dans tous les grands partis politiques. Ouais. C'est ça, le parti travailliste est un parti fascisant. C'est ça, et je pense qu'on ne devrait pas se voiler la face à ce sujet. Il est plus que probable qu'on se dirige vers un gouvernement réformé lors des prochaines élections générales. Ouais. Il faut se battre contre ça. Mais qui va mener ce combat? Qui va intégrer des récits fascistes et des discours de droite pour essayer de séduire cet électorat? Et qui va vraiment se battre dans la rue? C'est ça que je veux savoir. Donc il ne s'agit pas d'être contre la politique électorale. C'est une question de ce que ces politiques représentent, et si ces politiques ne représentent pas un véritable cadre éthique, grâce auquel, en tant que communauté, on peut se dire « D'accord, cette personne dit ce qu'on a besoin d'entendre » pour pouvoir réellement avoir une vie digne au Royaume-Uni, pas juste une vie constamment soumise. Alors là, c'est quelque chose qu'on peut soutenir. Mais il faut qu'on le voie, que ce soit mis en pratique et que ce soit maintenu. Ça ne peut pas juste être quelque chose qu'on attend dans un futur hypothétique. Une fois que cette personne occupe un poste précis, elle nous déçoit ensuite, une fois qu'elle y parvient, et une fois devenue ministre. Ça ne m'intéresse pas. Bienvenue dans le monde des musulmans réfléchis. C'est un plaisir de vous avoir terminé. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Muslim al-Mufakkar. Qui pense en musulman, Foucault Chandik. Je vous suis reconnaissant d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mes invités et moi parlons désormais l'ourdou, l'arabe et le français, avec l'aide de l'IA bien sûr. Nous visons à toucher un public plus large et espérons doubler nos archives et nos nouveaux programmes dans ces langues. J'ai besoin que vous vous abonniez à ces chaînes et que vous aidiez à faire passer le mot. Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci d'envisager de faire un don ou de devenir membre. Alors Assim, tu sais à quel point je te respecte, je respecte tes positions sur toutes sortes de sujets et je respecte Kagej. Et alhamdoulilah, tu sais, je l'ai toujours dit, souvent devant la caméra, que je pense que Cage est probablement la personne la plus importante au monde. L'un de nos meilleurs groupes au Royaume-Uni. Et nous devons préserver, aider et financer Cage autant que possible. Cependant, sur cette question de la politique électorale, je veux dire, j'ai le sentiment que je veux juste revenir là-dessus. Ce n'est pas mon habitude, tu sais, de répondre comme ça. Mais en tant que quelqu'un qui a été un peu impliqué là-dedans ces 1 ou 2 dernières années, j'ai parfois peur que toi et
Tu sais, les bons frères de Cage adoptent une position maximaliste, et les sœurs aussi. Les sœurs de Cage, je ne leur parle pas. Bien sûr, j'avais moi-même adopté une position maximaliste sur la politique électorale, alors que, tu sais, tu adoptes une position pragmatique sur l'utilisation du système judiciaire et sur l'utilisation. Système judiciaire, qui est tout autant anxiogène. Absolument. Ce système de génocide, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si c'était indépendant d'une quelconque manière et qu'on pouvait s'y fier, alors que, tu sais, tout cela est entaché de sang. Mais tu trouves des espaces, tu trouves des failles, et tu essayes d'utiliser ces espaces et ces failles, n'est-ce pas? Enfin, le deuxième point à souligner, c'est que, tu sais, les indépendants ont en fait utilisé leur voix depuis le premier jour. Tu sais, je dirais que Adnan Hussein, par exemple, ou Shortcut, ouais, ils ont été plutôt courageux au Parlement, et ils ne se sont pas dessus. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, la crainte était que ces indépendants soient absorbés par le système, et le système serait capable de les intégrer et de les faire entrer dans cette structure. Mais en réalité, ils sont restés en dehors et se sont montrés assez vocaux. Je pense que la différence entre Zach Polanski, peut-être, et eux, c'est que Zach Polanski a automatiquement une plus grande plateforme qu'eux. Mais je pense qu'ils ont en fait été très cohérents depuis le premier jour et qu'ils se sont exprimés contre le génocide. Comme aujourd'hui, avec Greta Thunberg, j'ai vu au moins l'un d'entre eux faire un commentaire très fort à ce sujet. Tu sais, le gouvernement britannique est empêtré dans ce genre de système de violence, non? Donc tu sais, moi, tu sais, mais bien sûr, et c'est mon dernier point, c'est de dire que, tu sais, eux, subhanallah, tu sais, ces 4 indépendants musulmans, il n'y en a qu'un seul qui a vraiment eu une expérience réelle de la politique électorale auparavant. Et donc ils ont dû apprendre, ils ont dû se développer et ils ont dû grandir. J'ai toujours pensé que si seulement Asim Qureshi se présentait à Bethnal Green and Bow, ou à Stratford, ou à Lady Words, ou Sparky, tu sais, ce sont des circonscriptions où il y a presque 40 à 50% de musulmans. Vous savez, si nous avions des candidats courageux et de qualité qui ne croient pas au système, comme Shabana et Sadiq, peut-être qu'alors nous y serions arrivés. Des voix courageuses au Parlement. Donc, je dois dire que je suis sûr que la section commentaires sera de mon côté. Mais je vous demanderais de Reconsidérer ce qui est mieux, ce qui est de mieux. Je pense qu'à la prochaine élection, si on avait juste notre scheme, Sûrement. bulletin de vote, Je pense que tu serais bien plus adapté, je pense à ce genre de choses. Ce serait peut-être, tu vas le tisser. Je pense qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donné des appétits différents, des choses différentes. Je suis quelqu'un qui porte ses principes éthiques vraiment, vraiment fièrement. c'est ce dont on a besoin. Et je trouve cela vraiment très difficile, voire même extrêmement complexe, de jouer des rôles qui sont considérés comme centristes dans la façon dont je m'exprime et dont je parle aux gens, et également dans les positions que je choisis de prendre et que j'adopte publiquement. Je suis pas très très doué. Pour ce genre de conversation qui, je pense, est vraiment nécessaire pour être un politicien ou un diplomate. Et je reconnais sincèrement que c'est une compétence tout à fait particulière, qui est absolument nécessaire. Vous savez, une compétence que je n'ai personnellement pas encore acquise. Et aussi, la raison pour laquelle mon travail, Inch'Allah, et je l'espère, tout comme chez Cage, est efficace, c'est grâce à notre indépendance. Parce que nous ne prenons aucun argent d'aucun gouvernement, nous ne prenons aucun argent d'organismes de subvention ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Par exemple, notre capacité à dire la kalimatul haq repose sur la liberté que nous avons, qui découle de l'éthique propre à la communauté. Parce que c'est la communauté qui nous soutient. Donc, c'est vraiment central dans ce processus de responsabilité. Et c'est ça, vous voyez, on ne considère pas le système comme étant X et rien d'autre. On voit tout cela comme une constellation. On comprend qu'il y aura des gens qui s'engageront dans la politique électorale et ceux qui diront des choses importantes, on les soutiendra. Par exemple, je repartagerai tout ce que quelqu'un dirait de bien. Sans aucun doute, vraiment, je n'hésite pas. Parce que c'est quelque chose, voilà, ils utilisent cette plateforme pour promouvoir le bien, non? On voudrait faire ça. Ben, il faut aussi qu'il y ait des gens qui aident à demander des comptes à la communauté, à nos dirigeants et à nos institutions. Donc, bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise absolument toutes les ressources. J'étais littéralement au Parlement il y a 2 ou 3 semaines avec le groupe Prisonniers pour la Palestine et les familles. C'est pas un endroit où j'aime particulièrement être, où je me sens à l'aise. Parce qu'il y a un certain degré de duplicité de la part des politiciens qui nous rencontrent. C'est ça. Mais il faut le faire pour ceux qui sont opprimés. Comme, tu sais, les prisonniers que je rencontre en prison, ceux qui sont en grève de la faim en ce moment.
Et malheureusement, je n'ai toujours pas eu l'occasion de les voir depuis qu'ils ont commencé la grève de la faim. Ils sont littéralement en train de mourir pour nos frères et sœurs palestiniens. Et donc, si c'est ce qu'il faut, si les familles me demandent « Frère, est-ce que tu viendras au Parlement avec nous, t'asseoir avec nous et rester avec nous pendant qu'on rencontre ces politiciens ?» Ne leur dirai jamais non. Ce sont ces personnes à qui je dois tout, à cause des risques qu'elles prennent. Et donc, tu sais, le pragmatisme, c'est de comprendre que nous vivons dans un système de violence. Le pragmatisme, c'est moi qui comprends cela. Tu sais, je dois présenter un expert dans une affaire judiciaire et il y a certains types d'experts qui paraissent et se présentent mieux que d'autres, même s'ils ont les mêmes qualifications. Ce sont des décisions pragmatiques que nous devons prendre à l'intérieur d'un système de violence. Oui. Mais ce que nous ne disons jamais, et j'espère qu'Inch'Allah, nous ne serons jamais du genre à dire que c'est acceptable, que tout va bien, qu'on s'en contente. Même si parfois nous utilisons ce système pour atteindre certains objectifs, nous ne serons pas satisfaits tant que la justice ne sera pas établie sur cette terre. Bien sûr, oui. Dans toute sa plénitude. Et ce n'est pas parce que, tu sais, nos enfants deviennent médecins, dentistes ou avocats que le système fonctionne. Ça veut juste dire que le système fonctionne pour certains. Et ça ne nous intéresse pas tant que le système ne fonctionne pas pour tout le monde. Tant que nous n'avons pas un salaire décent, que chaque personne puisse en bénéficier, tant que nous n'avons pas un NHS qui fonctionne pleinement, tant que nous n'avons pas un système de politique extrêmement discriminatoire envers les personnes les plus marginalisées de la société, tant que toutes ces choses ne sont pas accordées ou que toutes les mauvaises politiques ne prennent pas fin, ce n'est pas suffisant. Oui. Et donc, tu sais, nous travaillons tous dans ce système de violence. La question est, comment utilisons-nous les ressources qu'Allah nous a données? Pour un effet maximal, nous constatons qu'Inch'Allah, en utilisant les compétences qui nous ont été données, est la meilleure voie pour atteindre cet objectif. Et Inch'Allah, si nous avons des personnes qui défendent un certain type de politique que nous pouvons soutenir, me soutiendront toujours ces voix, Inch'Allah, de toutes les manières possibles. Et bien sûr, nous leur demanderons des comptes lorsque cela s'avère nécessaire. Toi, Tu sais, s'ils dépassent les bords, tu sais. ça va? Pendant que vous parliez, j'ai trouvé que ça ressemblait à un magnifique discours de jeune fille. Vous n'êtes pas... Je vais laisser tomber ça. Allons-y. Ah ça, au bureau. Passons à autre chose. J'aurais donc dû vous interroger sur le filtre 24. Oui, parlons-en, des chiens. Oui, je pense que c'est ça. C'est une douleur que nous ressentons tous. Mais nous, simplement, au quoi? Concernant les 24 prisonniers de Filton, pourquoi sont-ils en prison? Je veux dire, t'en as déjà un peu parlé. Et quel est leur état actuel? D'accord, Zach Melaken, donc. Il y a environ 1 an et demi de cela, un groupe d'activistes très déterminés, qui faisaient partie à l'époque précise d'une organisation légale et bien établie, spécifiquement appelée Palestine Action, a entrepris des actions significatives. Quand nous parlons depuis le début de cette conversation, un groupe d'entre eux a pénétré dans une usine d'armement, l'usine d'armes Albert Systems, et ils y sont entrés. Ils ont réussi à entrer et à détruire un certain nombre de drones et de quadricoptères qui se trouvaient précisément sur ce site. Et certains d'entre eux avaient des caméras GoPro, ce qui leur a permis d'enregistrer beaucoup de documents sur les différentes pièces et sur d'autres entreprises qui participent toutes à l'entretien. C'est un aspect très important de l'action directe, comprendre comment d'autres entreprises collaborent avec. Des groupes comme Elbit Systems. Donc ils sont rentrés par effraction. Bien. Quelques agents de sécurité s'en passent. L'un d'eux était un ancien militaire qui a décidé de les affronter. Il semble, d'après ce que nous avons vu au procès jusqu'à présent, que l'agent de sécurité soit devenu assez violent et très agressif avec eux, alors même apparemment jusqu'à étrangler l'un des activistes assez violemment au point qu'il avait de nombreux hématomes. Ensuite, la police a bien sûr été appelée et un groupe a été arrêté sur place. Ce premier groupe est actuellement en procès. C'est donc une affaire en cours à l'heure où nous parlons. Nous devons donc faire un peu attention à la façon dont nous en parlons. Mais jusqu'à présent, le procès a été assez intéressant. Il existe un site web qui s'appelle Real Media. Il publie chaque semaine des résumés de chaque journée du procès. Ce sont de très longs résumés, mais ils sont passionnants à lire, et je recommande vivement à tout le monde d'aller sur le site de Real Media pour les consulter. Vous devriez bien sûr déjà suivre Prisoners for Palestine, leur page Instagram, ainsi que Free the Filton 24, leur page Instagram également. C'est là que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin concernant ces prisonniers en particulier. Un groupe de très jeunes personnes, vous savez, actuellement en procès. Il y a Charlotte Head, Lottie, Zoe Rogers,
Fatima, Zainab, Jordan Devlin, et maintenant mon cerveau a... Je me souviendrai des autres, Inch'Allah, mais il y a un groupe d'entre eux, je crois 6, qui sont actuellement en procès. D'accord. Ils vont à Some Corner, ils vont présenter leur affaire, non pas comme une défense juridique. Ils doivent présenter leur cas en prenant la parole puis en racontant l'histoire de la Palestine. C'était une tactique que, lorsque Palestine Action existait encore, Palestine Action utilisait régulièrement. C'est-à-dire ici. Vous avez un groupe de personnes poursuivies pour dégradation criminelle, et l'affaire Filton 24 est également une affaire de dégradation criminelle. Ouais. Et lorsqu'ils se retrouvent devant un jury, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent leur tribune à la barre pour dire au jury « Voici l'histoire de la Palestine ». C'est l'histoire de la déclaration Balfour, de l'implication britannique, jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire de génocide. Et ils racontent les histoires de Palestiniens qui ont souffert du génocide et qui ont perdu la vie. On leur a raconté l'histoire de Ibn Rajab ainsi que beaucoup d'autres histoires. Dans la grande majorité des cas, quelque part entre 80 et 90% des cas, où bien sûr ils ont endommagé des biens, les jurys, et les jurys sont simplement des Britanniques ordinaires, écoutent ces histoires et disent « Vous n'êtes pas coupable d'un crime ». C'est incroyable. C'est incroyable s'il y a de l'espoir. Dans ce pays, dans notre conviction, que beaucoup de Britanniques ont en fait un sens commun de la décence, c'est justement en voyant les verdicts que les jurys rentrent dans ces affaires. Parce qu'on nous sert évidemment un régime de points de vue comme ceux du Daily Mail sur ce que les Britanniques pensent et ce qu'ils sont et tout le reste. Mais en réalité, beaucoup de ces mêmes personnes, quand elles sont confrontées aux histoires de la Palestine, elles écoutent ces militants et se disent « il faut les acquitter ». On ne peut pas condamner ces gens. Regardez ce que font les sionistes. Et c'était incroyable. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement britannique veut supprimer les procès avec jury. Ouais. David Lavey est le ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Le ministre de l'Injustice. Ouais. Il veut nous retirer les procès avec jury parce qu'il veut mettre l'idée de ce que sont la loi et l'ordre entre les mains d'un petit nombre de juges triés sur le volet, qui sont bien sûr nommés à leur poste, qui ont une carrière à faire et qui veulent s'assurer d'atteindre les plus hautes instances des tribunaux. Donc, ils deviennent politiquement investis dans le maintien du statu quo. Alors que les jurys n'ont pas ça. Les jurys sont capables d'écouter et d'entendre. Et bien sûr, toute l'idée du jury de 12 personnes vient de la pratique islamique du lefif en Afrique du Nord. Ils l'ont emmené à Florence, puis Florence l'a transmise à la France, et de la France, c'est arrivé au Royaume-Uni. Je crois que c'est Joseph McDesel, un de ces chercheurs, qui a justement écrit un article incroyable sur la façon dont cette pratique de 12 personnes de votre région, qui sont en fait vos pairs, pouvoir juger. Je veux dire, en Afrique du Nord, cela concernait les litiges fonciers. Mais la façon dont cela s'est intégré dans le système judiciaire britannique est vraiment, vraiment intéressante. Et tu sais, donc juste cette idée que des gens ordinaires entendent ces histoires et disent on veut acquitter. Et donc, en ce moment, l'accusation a déjà présenté son dossier pendant les 3 premières semaines. Les prochaines semaines seront entièrement consacrées à la défense. Chacun des activistes va raconter son histoire. Et c'est tellement beau de lire ce qu'ils ont à dire et d'être témoin de ce que ces jeunes ont à exprimer, certains n'ayant que 20 ans, se tenant littéralement debout devant le tribunal et disant que c'est l'amour et non la haine qui les a poussés à agir pour le peuple palestinien. Zoé Rogers, ma femme et moi, nous allons rendre visite à Zoé et Inch'Allah, nous irons la voir de nouveau ce dimanche. Elle est juste quand elle a été la dernière personne à témoigner à son procès. Zoé mesure à peine 1m50 au maximum. Et elle est toute mince comme ça. Elle parle comme ça. Genre, et alors? Je sais pas si vous avez déjà fait une visite en prison, mais en général, c'est une très grande scène. Il y a tellement de conversations entre proches. C'est vraiment une cacophonie de bruit. Tu vois? Et Zoé parle tellement doucement, c'est vraiment, vraiment tout en délicatesse, qu'il faut vraiment se pencher pour entendre ce qu'elle dit. Mais elle a tellement de courage. Genre, pas une seule seconde. Elle ne pense même pas que ce qu'elle a fait était mal, ou que ce qu'elle a fait ne valait pas le prix à payer. Et il faut se rappeler qu'avec l'affaire Philatel 24, ils ont décidé de faire quelque chose de nouveau, une pratique qu'ils ont importée des États-Unis.
ou ils te poursuivent pour dégradation criminelle. Mais le juge peut, de façon arbitraire, au moment de la sentence, décider d'alourdir ta peine en affirmant qu'il y a un élément de terrorisme. Donc ça ne fait même pas partie du procès. Il n'y a même pas d'accusation de terrorisme. À la fin, une fois l'affaire terminée, ils utilisent ce qu'on appelle un aggravant terroriste aux États-Unis. Et cela fait des années qu'ils l'appliquent dans les affaires de soutien matériel. Donc quelque chose qui pourrait valoir 2 ou 3 ans de prison finit par se transformer en 30 ou 40 ans de prison. Vous voyez, quelqu'un comme le cheikh Ali Tamimi a reçu combien déjà? Plus de 150 ans de prison, parce qu'au moment de la sentence, cet aggravant terroriste a été appliqué pour augmenter sa peine. Ils essaient de faire la même chose avec les 1424. Eh bien, s'ils sont condamnés, le juge décidera alors s'il estime ou non qu'il y a un élément de terrorisme, puis il augmentera leur peine. Donc, ils pourraient passer les 14 prochaines années en prison en fonction de ce qu'ils ont fait. Et je vous le dis maintenant, vous savez, je les rencontre régulièrement, ils ne branchent pas. Ils y pensent même pas en ces termes. Pour eux, ce n'était pas un prix à payer qui en valait la peine, parce qu'ils disent tous la même chose. Et surtout, les musulmans parmi eux, ils disent tous la même chose. Il faut sauver une vie palestinienne en arrêtant l'arme. Subhanallah, c'est vraiment difficile d'expliquer à ton public, frère Jalal. Comment? Quand tu vas à ces visites en prison, t'y vas pour essayer de les réconforter et de leur montrer ton soutien. Et tu ressors toujours en ayant l'impression que, d'une certaine manière, c'est eux qui t'ont réconforté. C'est vraiment la chose la plus remarquable. Et dire que je les aime, vraiment, que j'aime profondément ces jeunes, ce serait, tu sais, comme j'aimerais mes propres enfants ou mes pères. Dans cet espace, je ne pourrais même pas vraiment te décrire ce que cet amour représente, parce qu'il faut les rencontrer soi-même pour comprendre à quel point ils sont incroyables en tant que groupe. Et à quel point, je pense, je me sens toujours inadéquat en les rencontrant, parce que leur courage est quelque chose que je n'ai pas connu dans ma vie. En tout cas, que je n'ai pas vu depuis les années 90, quand des amis à moi allaient se battre dans des endroits comme la Bosnie, la Tchétchénie, l'Afghanistan, et risquaient vraiment leur propre vie. Je n'avais pas vu ce genre de courage dans notre communauté jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que je peux rebondir là-dessus? En ce qui concerne notre communauté, du moins en apparence, tu sais, la communauté musulmane, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on parle pas vraiment beaucoup des prisonniers de Filton 24. Je n'ai pas entendu une seule khutba, ni même une seule mention d'eux dans une mosquée en Grande-Bretagne. Et il me semble que, en fait, je n'ai jamais eu de conversation à ce sujet, sauf, tu sais, dans des cercles comme celui-ci, avec des personnes qui se préoccupent même des prisonniers de Filton 24. Et peut-être juste pour ajouter à cela, j'ai l'impression que beaucoup des militants pour la Palestine semblent être des sœurs ou des femmes plutôt que des hommes. Et beaucoup de nos jeunes hommes qui sont portés sur la religion, et donc on pourrait imaginer qu'ils adhèrent à une compréhension de l'islam dont tu as parlé plus tôt, ne sont pas particulièrement actifs sur la question de la Palestine. Et quand tu vas dans les associations islamiques des universités, c'est comme si tu entrais dans une église ou un temple quand tu visites les salles de prière. Parce qu'il y a une absence de justice et une absence de tout ce qui, tu sais, dans un sens laïque, ressemblerait à quelque chose d'extérieur à la salle de prière. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que notre communauté n'est pas particulièrement touchée par cette grave injustice? Pour une cause qui, on dirait, tu sais, au moins en partie à la nôtre, non? C'est vraiment une cause de l'Oumma musulmane. Mais aussi, pourquoi ce virus? Alors, pourquoi y a-t-il une absence d'hommes et de jeunes hommes, en particulier quand il s'agit de la Palestine? Peut-être que je suis injuste, mais bon, oui. Non, je pense que vous avez raison et j'en suis impliqué dans beaucoup de choses. Beaucoup de ces espaces de protestation, ces espaces militants, sont fréquentés principalement par des femmes. Vous savez, nos sœurs, que l'on voit très régulièrement. Il y a bien sûr, vous savez, un certain nombre d'hommes musulmans qui se présentent également, et vous savez, qu'Allah les bénisse pour cela. On voit de nombreuses familles se rassembler pour les grandes manifestations. Les grandes manifestations sont formidables en tant que... pour montrer au peuple palestinien que nous nous mobilisons en grand nombre pour le soutenir. D'accord, je pense que c'est leur but. Je ne suis pas fan des organisations qui organisent les marches et les manifestations nationales, ni des organisations qui font partie du comité qui les met sur pied. Je pense que leur politique est souvent extrêmement faible. Ouais. Réticent au risque? Tratia des réticents au risque. Je pense qu'ils ont mis énormément de temps, vraiment très longtemps, même dans de nombreux cas, comprendre ce que traversait Palestine Action avant son interdiction. Ouais. Le fait qu'ils aient eu quasiment aucun commentaire sur l'interdiction de Palestine Action jusqu'à la toute fin. Ouais.
Le fait qu'ils aient mis énormément de temps à reconnaître que les Fulton 24 étaient jugés, et même à s'impliquer pour soutenir les grévistes de la faim. Ce sont des signes, et tu sais, c'est quelque chose qu'on a vu dans toute la communauté musulmane. Dans beaucoup de nos espaces, pourquoi nos organisations mettent-elles autant de temps à comprendre que ces personnes méritent notre soutien? Revenons même à ton ami imam qui se plaignait de l'aspect de dégradation criminelle dans ce qu'ont fait les Fulton 24. Ouais, c'est ça. Alors même que Elber Systems tue littéralement des musulmans. Mais pour lui, la propriété privée est plus sacrée que la vie humaine, d'accord? Désolé. J'essaie de ne pas être aussi jugeant que d'habitude, mais c'est très difficile. Parce que je pense que ces choses me touchent particulièrement, elles me pèsent vraiment. Ouais, et on essaie d'être plus indulgent et de comprendre d'où viennent les gens, c'est sûr. Non, tu n'es pas obligé, c'est pas grave. Tu sais, j'aimerais y arriver, mais je trouve ça très difficile quand je dois rencontrer ces personnes. Oui. Et quand je dois travailler avec des Palestiniens et que leur souffrance est présente dans ma vie, et les prisonniers et leurs familles, leur souffrance est aussi immédiate dans ma vie. C'est donc très difficile pour moi d'assimiler les problèmes quotidiens et ordinaires des musulmans à ce que je dois affronter dans ma vie de tous les jours. Ouais. Tu sais, ma femme doit toujours me rappeler que, tu sais, si ma mère se plaint de Tata Bouchra, tu sais, un nom d'une tante au hasard, eh bien, les problèmes de ma mère sont réels et je devrais les prendre au sérieux. Et c'est ça le problème quand on est militant, non? Parfois, t'es tellement plongé dans ton monde que tu te mets à hiérarchiser ce que tu considères comme important. Mais ces choses-là sont importantes. Et j'ai tellement de questions sur notre communauté et sur la façon dont chacun interagit avec ces choses-là. Je me souviens avoir parlé au président du NIESOC qui ne voulait pas s'impliquer dans les campements étudiants. Je dirais pas de quel ISOC il s'agit, ni qui était ce frère, mais je me souviens lui avoir parlé et il m'a dit « Oh, tu sais, on a vraiment une super relation avec l'université. » Ils sont sur le point de nous accorder, pour la toute première fois dans l'histoire de l'université, un espace pour les sœurs. Et donc, ce qu'on ne voulons surtout pas faire, c'est nous impliquer dans des actions qui obligeraient l'université à rendre des comptes. Parce que nous craignons que cela n'ait un impact sur la possibilité pour les sœurs d'avoir leur propre espace de prière. Et je lui ai dit, frère, la solution est très simple. Allah a fait de toute la terre un lieu de prière bon mot. Nous sommes, je crois, la première communauté à qui ce privilège de prier où bon nous semble a jamais été accordé. Vous tous, frères, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous sortez prier dehors et vous laissez la salle de prière aux sœurs. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vraiment rien du tout. Priez simplement là, priez dans la rue, priez sur l'herbe, priez n'importe où. Mais laissez la salle de prière aux sœurs. C'est vraiment pas si difficile. Si c'est ça qui vous inquiète, alors la solution est très simple. C'est-à-dire, vous savez, organiser votre prière autrement. Vous prenez des créneaux dans le Nam Esprit de prière. Mais il y a des choses que vous pouvez faire. Mais cette idée que, d'une manière ou d'une autre, ces avantages matériels que l'on pense recevoir seraient plus importants que le développement du mouvement étudiant. Et d'ailleurs, c'était à une époque où INSOL à Columbia était vraiment à son apogée. Le mouvement étudiant à travers le monde faisait en réalité d'énormes progrès. Les gens étaient, vous savez, vraiment politisés dans leur compréhension de ce qui se passait. Tellement de groupes différents se manifestèrent. Ils collaboraient tous les uns avec les autres. On avait l'impression de vivre vraiment. Et puis, il y avait nos étudiants au Royaume-Uni et certaines des organisations qui prétendent représenter nos étudiants musulmans, qui faisaient un pas en arrière et disaient « en fait, ce n'est pas pour nous ». Et quand on va au fond des choses, pour comprendre pourquoi ce n'est pas pour eux, c'est uniquement à cause de la violence de l'État et de leur inquiétude que la violence de l'État ne vaille pas le prix de s'impliquer dans ces actions. Et donc maintenant, ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de ce n'est pas une question de oui, c'est une question de la façon dont vous comprenez votre rôle en tant qu'étudiant, de la façon dont vous comprenez votre rôle en tant que musulman dans ce monde. Voilà, donc vous comprenez qu'il y a une question éthique, que vous devez défendre les Palestiniens. Mais ce que vous dites, en réalité, mon rôle en tant qu'étudiant n'est pas de m'impliquer dans tout ça. Que si mon université investit dans des organisations sionistes et dans des infrastructures sionistes, en réalité, cela n'a strictement rien à voir avec moi. Mais comment en es-tu arrivé à la conclusion que cela n'avait rien à voir avec ça? Par exemple, tes frais de scolarité servent directement à maintenir le statut du sionisme dans le monde, et tu ne penses pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec ça?
Et c'est pour ça que quand je parle de lobotomie spirituelle, c'est exactement ce que je veux dire. Comment peux-tu ne pas penser que ça devrait être exactement l'inverse? Devrions constamment nous poser la question « En quoi suis-je complice ?» En quoi suis-je accablé par les positions dans lesquelles Allah m'a placé et que j'occupe? Pourquoi ne nous posons-nous pas cette question? Et je pense que c'est là où en est notre communauté, qui se demande toujours comment puis-je montrer de façon performative que je fais quelque chose sans avoir à prendre de risques. Parce qu'ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais c'est pour ça que les marches nationales sont si faciles. C'est pour ça que je ressens un peu de gêne face à la survalorisation de la présence d'un bloc d'ouléma lors des manifestations nationales. Parce que je me dis, d'accord les frères, je suis vraiment content que vous soyez venus. Mais est-ce là toute l'étendue de votre engagement politique, de votre imagination politique? Est-ce là toute l'étendue de votre préoccupation pour la Oumma que vous ayez réussi à vous rassembler en un bloc de personnes en tant qu'uléma? Je suis vraiment content que vous soyez là, vraiment. Et ça m'a fait sourire de voir ça. Mais pour beaucoup d'entre eux, il a déjà fallu les convaincre de venir ici. Alors leur demander de parler du Filton 24, c'est encore autre chose. Et qu'en est-il de nos frères et sœurs qui risquent de mourir en faisant une grève de la faim? Parce que dans leur tête, ils se disent tout ce qu'on peut faire maintenant pour mettre en avant la cause palestinienne, c'est littéralement laisser notre corps se dévorer lui-même. Pour que les Palestiniens sachent qu'on fait encore tout ce qu'on peut, y compris laisser nos corps se désintégrer. Dans le but de sensibiliser les gens pour eux, c'est pourquoi leurs revendications, celles des grévistes de la faim et qui sont en grève en ce moment, ne se limitent pas simplement à réclamer leurs droits. Quelle est la dernière revendication sur la liste des 5 demandes de la grève de la faim? C'est de fermer El Beit Stand. Ils n'arrêteront pas tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et puis tu te poses la question, après 50 jours, plus de 50 jours, ces personnes, comme Gessa Zora, elle a 20 ans. Elle avait 19 ans quand elle était en Faisan. Elle est tellement drôle. Elle est tellement drôle, je peux même pas te décrire à quel point cette jeune femme est drôle, subhanallah. Qu'Allah la bénisse et la protège. Elle me fait juste rire. Du moment où nous entrons dans ce hall de prison, dans cette salle de visite, jusqu'au moment où nous partons. Mais son engagement envers sa religion, son engagement vers Allah, subhanallah, son engagement vers le peuple palestinien, je dirais que c'est parmi les plus forts que j'ai vus n'importe où dans le monde. Et nos jeunes âmes? Tu veux dire de la communauté? Ouais. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire à part blâmer notre direction. Mais je pense que nos jeunes hommes sont le produit du type de leadership qu'on a produit. Nos jeunes hommes sont le produit du fait qu'ils apprennent leur religion auprès des YouTubers, qui n'ont jamais été sur les barricades. Quand nous étions jeunes, tu es un peu plus âgé que moi, mais tu te souviendras d'une époque où, en grandissant, les personnes que nous admirions étaient des moudjahidines. C'était des gens qui, tu sais, se sont vraiment sacrifiés pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Et tu sais, je pense qu'on a beaucoup appris sur ce que signifie le tawhid grâce à cette génération. Cette jeune génération apprend sa religion à partir de toutes sortes de diverses sources et qui n'ont jamais vraiment et concrètement rien risqué pour la défense de cette religion. Tu sais, qui font des erreurs publiquement, puis s'excusent pour ces erreurs au fur et à mesure qu'ils tâtonnent pour s'en sortir dans l'espace en ligne. Et bien sûr, nos institutions, au lieu de les tenir responsables, disent « Eh bien, ils ont de grandes plateformes, nous devrions aussi leur donner une tribune parce que les jeunes les écoutent. » Mais qui sommes-nous en train de former? Quel genre de personnes de qualité formons-nous prêtes à s'impliquer? De quelle manière? Que, tu sais, ces jeunes comme les Filton, du moins les musulmans, enfin, je respecte et j'admire tous les Filton. Mais si c'est un podcast de réflexion musulmane, parlons-en. Et comme c'est surtout un public musulman, parlons des musulmans parmi eux. Peut-être que le fait qu'ils n'étaient pas impliqués dans ces milieux, c'est justement la raison pour laquelle ils ont pu agir, pourquoi ils ont pu garder leur éthique envers le peuple palestinien. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont en fait une certaine dose de bravoure, un certain courage. Ouais. Tu sais, t'écoutes Zara Farouk, qui n'est pas l'une des grévistes de la faim, mais qui fait partie des Filton V4. Tu l'écoutes réciter la sourate Al-Baqarah, et voilà une sœur, subhanallah, qui a cartonné à ses GCSE, cartonné à ses A-Levels, cartonné à sa licence. C'est vraiment une intellectuelle hors pair, et elle est assise en prison. Et sa récitation du Coran, quand elle le récite au téléphone et qu'on peut l'écouter et en profiter, tu sais qu'elle comprend les versets du Coran qu'elle lit.
C'est qu'elle l'a vraiment intégré, qu'elle préserve l'honneur puis l'intégrité de cette Oumma à travers les positions qu'elle a prises et qu'elle continue de prendre chaque jour. Tu lis ses articles et tu vois sa préoccupation. Ce n'est pas ce qui lui arrive qui l'inquiète. Ce qui la préoccupe, c'est ce qui arrive à cette Oumma. Et elle écrit depuis l'intérieur de la prison d'une manière dont, franchement, j'aimerais que la moitié de nos jeunes écrivent. Mais nous vivons dans une économie de l'attention, où il nous faut des titres accrocheurs, où nous devons créer des drames au sein de la communauté, et où nous devons discuter de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le fait que nous vivons un génocide. Je veux dire, que se passe-t-il? Vous savez, il y a des frères d'Awa qui se livrent à des guerres de genre. Pourquoi un génocide a-t-il lieu? Comment on comprend ça, Arced? Vous savez, je n'arrête pas de parler de vivre dans des systèmes de violence. Et les guerres de genre sont un produit de ce système de violence. Hein? Pour nous apaiser? Je sais pas, pour apaiser. Je pense que c'est tout simplement facile. Je pense qu'il est facile de créer une économie de l'attention autour de sujets qui, bien sûr, préoccupent les gens. Ben, tu sais, on n'a finalement aucun moyen de gérer ça, tu vois. Par exemple, il y a tout ce discours autour, tu sais, de comment le féminisme en tant qu'idéologie aurait détruit la vie de famille et tout le reste. Frère, c'est que, tu sais, d'un point de vue matérialiste, on n'a rien mis en place, aucun environnement qui permettrait réellement à la vie de famille musulmane d'exister dans ce pays. Nous vivons dans des espaces atomisés où les parents s'occupent uniquement de leurs propres enfants. Toute l'idée d'une structure Hawaii, d'une structure Riyad, où plusieurs personnes participent directement à l'éducation des enfants, a complètement disparu. Nous n'avons pas de Bayt al-Mal pour prendre soin des personnes démunies, des femmes divorcées. Et donc tu te retrouves avec tout ce truc, tu vois, c'est exactement comme tout l'argumentaire sur le terrorisme. Tu prends un élément et tu l'attribues à une idéologie, sans jamais prendre en compte les conditions matérielles qui ont créé le problème à la base. Et donc, tu te concentres, tu vois, sur les femmes comme étant la cause principale de la désintégration de la famille, mais sans aucune analyse matérialiste de ce que nous avons produit en tant que communauté, afin de préserver l'intégrité et la structure de notre communauté, pour que chaque personne sache qu'elle est soutenue au sein de cette structure. Parce que nous préférons investir de l'argent dans des projets qui n'ont absolument aucune valeur pour nous et construire quelque chose de durable. Vuskay, il a un livre sur les traumatismes de l'enfance intitulé « Le garçon élevé comme un chien ». Et c'est une série d'anecdotes à ce sujet. Tout au long de sa carrière de psychologue, il a traité des traumatismes infantiles. C'est la conclusion de son livre qui est vraiment fascinante. Il dit qu'un enfant est censé être élevé directement par 40 à 100 personnes. Élevé directement. Et donc, nous ne voulons pas créer un système et une structure où nous prenons réellement soin de nos enfants de manière significative. Nous nous impliquons dans la vie non seulement de nos enfants, mais aussi de nos neveux et nièces, des enfants de nos voisins. On veut s'isoler et vivre ce genre de vie où tout est 100% halal, frère. Mais as-tu construit la communauté comme elle doit l'être? Pour pouvoir ensuite dire, oui, on a fait tout ce qu'on pouvait. C'est pour ça que, pour moi, tu vois, la guerre des genres est terminée. C'est une guerre bidon. Ça n'a rien à voir avec le fait de construire quoi que ce soit. Je pense que les attaques contre beaucoup de nos sœurs, en particulier, qui soulèvent des préoccupations sur les formes de pression qu'elles subissent au quotidien, je pense qu'elles sont, d'une certaine manière, je dirais simplement qu'elles sont en fait juste au ras des pâquerettes, donc elles sont juste dégueulasses. Je pense qu'elles sont complètement dépourvues de toute forme d'analyse ou de véritable réflexion analytique. C'est une focalisation sur l'idéologie, parce que c'est facile. C'est facile de s'en prendre aux autres et de dire « Ah, c'est parce que tu as un problème dans ta mentalité ». Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a construit? Avons-nous construit une structure qui permette vraiment de dire que oui, c'est le cas? Ou bien est-ce que nous avons, au fil du temps et des évolutions sociétales, créé et entretenu des relations intrinsèquement malsaines, voire même toxiques, au sein même de l'idéologie du libéralisme, où l'on se permet de dire et de propager de telles affirmations sans aucune remise en question fondamentale? Cette chose ici représente la perfection de ce qu'est la charia, et ce, peu importe les conséquences pour les êtres humains qui y sont impliqués. Peu importe ce qui arrive, tu divorces de quelqu'un, tu le laisses à la merci de l'État. Un État qui de toute façon ne considère même pas comme des êtres humains. Un État qui va te priver de chaque avantage possible, autant qu'il le peut. Et ensuite, tu veux dire qu'en fait, le problème c'est, tu sais, la femme à la fin de tout ça?
Et si on crée des structures alternatives où en fait tout le monde saurait qu'il pourrait être pris en charge? Ouais. Et donc je pense, tu vois, c'est un point à part, mais je trouve que ça s'inscrit dans toute cette idée de qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait et comment on interagit dans une société. C'est injuste à tellement de niveaux différents. Et bien sûr, si cette conversation porte sur Al-Aziz, c'est parce qu'il y a un génocide en cours. Ouais. Et on parle de l'extermination massive de vies humaines. Tu sais, que ce soit des musulmans, des chrétiens ou d'autres, mais c'est juste un massacre, un massacre, un massacre. On n'a même pas encore parlé du Soudan, où il y a aussi des massacres en cours, tu vois, sponsorisés par un État émirati, qui se présente comme un État musulman. Mais au mieux, on pourrait le qualifier de pays à majorité musulmane. Au mieux. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un État surarmé, un État traître, qui tue notre peuple à Gaza, au Soudan et partout dans le monde. Qui utilise des gens comme Tommy Robinson comme arme contre notre communauté au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et si on part en vacances à Dubaï, qu'on y va pour des conférences invitées ou autres, qu'est-ce que ça dit de qui nous sommes, de notre lien avec notre Ummah et de notre rapport à ce qui est important? Parce que si c'est le cas, alors encore une fois, nous avons des problèmes. Allahu alam, mais je pense que ce sont des questions plus fondamentales sur qui nous sommes. Dr. Hassim Qureshi, je vous dis Jazakallah khair. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention consacrée au sujet d'aujourd'hui. Nous prions tous pour les 24 de Fulton. Pourriez-vous simplement mentionner à nouveau ces sites web que nous devrions consulter? Oui, donc les 2 pages Instagram s'appellent certainement Prisoners for Palestine et Free the Fulton 24. Ce sont les 2 pages principales. Vous obtiendrez toutes les informations qui s'adressent. Bien sûr, suivez autant que possible le travail de Cage International, Inch'Allah. Inch'Allah Ta'ala. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment à notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/adhésion. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses et la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels, avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos doigts.